Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Allez, bienvenue à vous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Jérôme Laverny à mes côtés, directeur du réseau national Mission Emploi. Ce soir, on vous pose cette question sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez également aller voter sur le compte YouTube. Économie, emploi, sièges sociaux. Y a-t-il un destin en dehors de Paris et des grandes métropoles? Vous votez, oui ou non, vous donne le choix et vous nous appelez pour réagir, pour débattre avec nous au 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend en standard ce soir. Et je vous présente sans plus tarder nos invités. Dominique Monneron, directeur général chez Fondation Partage et Vie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Monneron. Bonsoir, Jérôme Laverny. J'ai oublié de vous saluer, mon cher Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Richard est avec nous, président fondateur du groupe WeCare O2. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guillaume Richard. Alors, y a-t-il un point de salut en dehors des grandes villes? Alors, selon un portrait dressé par France Stratégie, c'était il y a quelques années, mais c'est d'actualité. Il y a deux faces, un côté pile des métropoles dynamique, structurellement dynamique côté face, des villes petites mais également des villes moyennes qui souffrent de métiers en perte de vitesse. Je vais vous donner quelques chiffres. Les créations d'emplois en France sur les métiers les plus porteurs évidemment se concentrent à peu près depuis une dizaine d'années sur des villes de plus de 500 000 habitants. En tout, une douzaine de métropoles régionales qui rassemblent près de 46% des emplois, 22% pour Paris, la capitale, 24% en province. Jérôme Laverny, que vous inspirent ces chiffres? Alors ça va changer évidemment, on s'en rend compte, on va en parler évidemment. Alors avant de commenter, une petite parenthèse complètement d'actualité. On a vu fleurir ces derniers jours, plutôt ces dernières heures dans les médias, des commentaires sur les perspectives d'emploi. Il va falloir qu'on en reparle. Et notamment, et je reviens sur une émission assez récente sur le fait qu'on en parle peu dans les programmes électoraux. Ce serait temps qu'on s'y penche, et on l'a fait nous dernièrement dans une de nos dernières émissions. Alors qu'est-ce que ça inspire? Eh bien, ça vient en écho aussi à une précédente émission avec Jean-Laurent Casselli, où on avait vu cette répartition, ce recul un petit peu. Eh bien, il y a un enjeu qui est considérable derrière. Vous avez dit il y a un destin, un salut en dehors de Paris et des grandes zones urbaines. Il faut dire de quel point de vue? Un, de l'activité économique en termes de rentabilité. Deux, également en termes d'image. C'est vrai que jusqu'à une période assez récente, pas de salut, justement, pour un cabinet d'avocats prestigieux, si ce n'est le 16e arrondissement. Et pour une grande entreprise, une multinationale, et on en accueille une aujourd'hui, si ce n'est sur les tours de la Défense. Les choses changent, et ça c'est très bien. Il faut s'en féliciter, je pense. Change dans l'état d'esprit des gens et dans la symbolique que cela renvoie, tant à l'endroit des collaborateurs, des clients potentiels, et d'une manière générale, des gens qui dirigent les entreprises. On accueille effectivement Guillaume Richard. C'est une multinationale qu'il dirige, qu'il a fondée, qu'il préside, qu'il développe. Une multinationale qui s'étend à l'étranger. Tout aurait pu l'induire à s'installer effectivement au cœur de la Défense. Eh ben non, c'est au Mans. Et c'est très important qu'il y ait ce genre de développement-là. La Fondation Partage et Vie intervient y compris dans des zones rurales très reculées. Il ne s'agit pas de siège social, cette fois-ci, il s'agit d'activité économique. Pas tant simplement du point de vue des salariés, mais par rebond et par ricochet pour tout l'environnement qui s'y trouve. Et j'aurai l'occasion d'y apporter mon témoignage, y compris personnel, et bien ça aussi c'est fondamentalement précieux. Je fais référence également à une autre émission il y a 2 ans, Philippe, avec Juliette Funès. On avait parlé de télétravail et on avait dit combien ce télétravail pouvait revêtir un enjeu du point de vue du redéveloppement d'un certain nombre de régions. On y est. Il serait peut-être temps, en tout cas, que les pouvoirs publics suivent en termes, par exemple, de transport public. Je pense à la SNCF et d'autres. On a encore des billets aujourd'hui de train qui sont beaucoup plus chers que le coût en automobile, et ça c'est pas normal. Donc voilà, il y a un véritable enjeu, un mouvement qui se passe. On parle pas ce soir du mouvement des bobos qui retournent à la campagne. On parle pas de ça là. On dit simplement qu'il y a peut-être, là aussi en écho à ce livre absolument passionnant de Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet, quelque chose qui se passe, quelque chose de bien, une bonne répartition. Et enfin, eh bien, on sort de cet épicentrisme parisien
et des grandes zones urbaines, parce qu'il ne faut pas simplement tout centrer sur Paris. Et vous avez raison. Et on va y venir également au télétravail qui s'est bien installé en France. Guillaume Richard, WeCare O2, donc c'est un groupe spécialisé dans le service à domicile. Il l'a dit, Jérôme Laverny, vous êtes basé au Mans. Je rappelle que c'est un groupe qui fait travailler à peu près 18 000 personnes dans 500 agences en France, dont la moitié en franchise. Qu'est-ce qui se passe quand on est basé au Mans plutôt que de se baser, comme l'a dit Jérôme Laverny, à la Défense? Qu'est-ce que ça change? Alors déjà, ça change énormément au niveau économique. Oui. Parce que quand vous êtes basé au Mans, vous êtes sur des loyers qui sont environ à 100 € le mètre carré. Quand à Paris, vous êtes à 400 ou 500 € le mètre carré. Oui. Et quand vous avez, comme nous, pratiquement 10 000 mètres carrés de bureaux, et bien, quand vous faites 300 à 400 € d'économie par mètre carré par an, ça fait 3 ou 4 millions à la fin de l'année. Et non seulement les bureaux valent beaucoup moins cher, mais les rémunérations sont un peu moins élevées au Mans qu'à Paris pour des gens qui ont plus de pouvoir d'achat. Et ils ont plus de pouvoir d'achat parce que au Mans, pour 350 €, vous avez un T2, voire un T3. Oui. Quand à Paris, vous avez pour le même loyer, vous avez des toilettes sur le palier sans le studio qui va avec. Donc là, nous au siège, on a 20 millions d'euros de masse salariale et les salaires sont 10 à 15% moins élevés. Donc c'est aussi 2 à 3 millions d'euros d'économie. Donc on voit qu'au global, le fait d'être basé au Mans plutôt qu'à Paris, l'entreprise réalise 5-6 millions d'euros d'économie en étant basé au Mans. Donc c'est un impact économique qui est extrêmement important. Donc à vous entendre, il n'y a que des avantages. Pour ce qui est des inconvénients, s'il y en a évidemment, vous allez nous le dire. Est-ce que tous ceux qui travaillent au siège du groupe WeCare O2 vivent au Mans? Est-ce que c'est un problème lorsque vous embauchez par exemple, un problème à trouver des personnes, des salariés qui seraient au Mans ou à un rayon d'une dizaine, une quinzaine de kilomètres? Alors là, vous avez raison, c'est que le point le plus compliqué, c'est d'attirer des gens extrêmement talentueux. Quand vous avez 60% des cadres français qui habitent en Île-de-France, eh bien, il est important aussi pour nous, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'était installé au Mans, c'est d'être pas très très loin de Paris. Et on a amplifié la chose en ayant un siège social qui est à 150 mètres, même pas, de la gare. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, on est à 55 minutes du cœur de Paris. Et donc, aujourd'hui, donc ça fait à peine un an qu'on a déménagé et qu'on s'est installé dans ces nouveaux locaux qui sont vraiment sur la gare du Mans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, systématiquement, on poste nos offres d'emploi à la fois au Mans, mais aussi à Paris en disant venez travailler et commencer votre journée de travail à 8h19 à la gare Montparnasse. Et donc à 8h19, ils prennent le train. À 9h24, ils arrivent à la gare. Non, à 9h14, ils arrivent à la gare du Mans. Et à 9h20, ils sont en réunion, si besoin. Très précis, Guillaume Richard, sur les horaires de train. Je vois que vous avez l'habitude. C'est un élément qui est, parce que quand vous rentrez dans le concret, c'est là où ça devient plus compréhensible. Et ce temps de trajet qui est de 55 minutes, ça peut être un temps utile pour travailler, parce qu'on travaille très bien dans le train. Ça peut être un temps pour regarder une série. Ah bah ça tombe bien, les séries, elles ont un format de 45 minutes à 50 minutes maximum, donc vous pouvez voir votre épisode direct, ou pour se reposer si besoin. Et donc, c'est pas du temps perdu, c'est pas le même type de temps que du temps de métro ou du temps de RER que vous pouvez avoir dans les grandes villes. Et donc, on arrive à attirer de plus en plus de collaborateurs de façon extrêmement concrète. Aujourd'hui, on a une bonne douzaine de collaborateurs qui habitent soit Paris, soit Nantes, soit Laval, soit Tours, soit Angers, et donc ils sont à un temps de trajet par rapport à la gare qui est inférieur à 1 heure. Alors Dominique Monneron, pour la Fondation Partage et Vie, ce sont des EHPAD, pour que ceux qui nous écoutent principalement des EHPAD. Principalement des EHPAD, pas seulement, dans le micro. Principalement des EHPAD, tout à fait. Donc vous, et Jérôme Laverny va apporter d'ailleurs son témoignage, vous avez des fondations qui se trouvent donc dans des zones rurales assez éloignées, avec peu d'habitants. Tout à fait. Alors, donc, nous, on a 125 établissements qui sont dans 43 départements
vraiment sur l'ensemble des régions de France. Et effectivement, la caractéristique de la Fondation Partage et Vie, c'est d'avoir des établissements qui sont plutôt en zone rurale ou en zone suburbaine, éventuellement de certaines moyennes agglomérations. Voilà. On est un peu présent aussi en Île-de-France, mais là encore pas dans Paris même. Notre raison d'être, c'est effectivement de gérer des établissements dans des zones où, en particulier, l'offre privée ne se présente pas parce que ça correspond pas à son modèle économique. Et nous, on est vraiment sur cette logique de service auprès de ces populations de tout niveau de revenus, hein, pas simplement des personnes relevant de l'aide sociale, mais aussi de cette population rurale ou semi-rurale qui est intéressée par nos services. Du coup, en règle générale, c'est vrai que dans les endroits où nous nous trouvons, nous sommes toujours un employeur important, puisque en moyenne, un établissement de partage et vie, c'est environ 50 personnes, et donc il y a 50 emplois de proximité, et c'est effectivement important pour les communes dans lesquelles on est installé. Ouais. Jérôme tout à fait. Moi, oui, petit témoignage personnel et un grand salut, un grand hommage notamment aux équipes de l'EHPAD du Monteil-au-Vicomte en Creuse, que j'ai dû fréquenter pour mon père, et qui ont fait un travail absolument extraordinaire. La situation étant particulièrement saugrenue, puisque ce village est un tout petit village, où précisément il y a, notamment dans le bourg, je pense, plus de salariés au sein de l'EHPAD que d'habitants réels. Ah oui, vraiment, il faut le voir pour le croire, et moi j'en étais purement surpris. Il y a là, derrière, une grande leçon... Excusez-moi, les résidents, ils viennent pas seulement du village, ils viennent des villes aux alentours. Des villes aux alentours. Alors ça, c'est très important, parce que la présence d'un établissement comme celui-ci est très précieuse pour permettre, non pas tant seulement aux gens de finir leur vie dans le département proche où ils ont vécu, mais surtout aux familles, de pouvoir avoir la possibilité de venir les visiter régulièrement. C'est aussi, on parlait de modèle économique, une grande leçon, une leçon magistrale qui est administrée à l'administration et au pouvoir public, parce que, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cet établissement, c'est de me poser la question de savoir, mais comment ça marche ? Comment ça peut être rentable, ce machin-là ? Et par un système de vases communicants, en fait, de grands établissements compensent par une plus grande rentabilité des tout petits. Là où, depuis un certain nombre de décennies, on a un discours de l'État. Et l'État, c'est une entreprise. On l'oublie trop souvent. On oublie trop souvent que l'État aussi doit être rentable. Et un des propos de rentabilité étant de dire, telle gare, tel hôpital, telle école n'est plus rentable. Mais c'est pas le problème. Il doit y avoir un système de compensation, et si une fondation est capable de l'opérer, ce système de compensation, je vois mal pourquoi les pouvoirs publics ne seraient pas capables de le faire. Donc c'est important aussi par le rayonnement économique sur l'environnement d'un village. Bien sûr, c'est exactement, je prenais cette référence-là. C'est exactement aussi précieux que pour un jeune avoir la possibilité de pouvoir se former. La présence des compagnons du devoir, elle est précieuse au sens qu'elle permet un hébergement proche d'un employeur, et elle permet donc à un jeune de rester dans un département ou d'aller dans un nouveau département. Et c'est la raison pour laquelle, tant du point de vue des sièges sociaux qu'est des entreprises, quelle qu'en soit leur taille, il y a là un enjeu majeur, un enjeu de stratégie de vie, de stratégie de société, de société tout court. Dominique Mandron, et vous adaptez vos prix, j'imagine, au pouvoir d'achat des habitants du village. Pareil pour ceux qui travaillent dans la fondation, les salaires aussi sont adaptés, évidemment. Oui, tout à fait, effectivement. Et donc avec une moindre pression dans ces zones rurales, même si globalement, on a affaire, malheureusement, j'allais dire, à des emplois peu rémunérés, et donc de toute façon, on est contraint par les minimums salariaux, et c'est très bien comme ça. Non, je voulais aussi rebondir sur un autre aspect des choses par rapport à la conversation qu'on avait, c'est que bien sûr, on a le mérite de proposer de l'emploi local pour des gens qui souhaitent rester travailler dans ces zones. Mais on a aussi une offre qui est intéressante pour un certain nombre de gens qui, plutôt que d'être hébergés à Paris, en région parisienne ou dans des grandes villes, peuvent trouver un service moins onéreux et de qualité
dans ce type d'implantation, voire même être une solution pour des Parisiens. J'ai en tête, alors c'est un moins bon exemple parce que c'est à Poitiers, mais enfin ça donne un peu une idée. On a un très bel établissement à Poitiers qui est à 10 minutes de la gare et qui est 2 fois moins cher qu'un établissement parisien. Ouais. Voilà, donc et avec un niveau de service, il vient d'être rénové, il est parfait. Là, c'est aussi quelque chose qui matérialise cette logique que le service et l'emploi peut se délocaliser ailleurs que purement dans les grandes métropoles. On va se retrouver dans quelques minutes. Jérôme Laverny, vous écoutez Sud Radio, les vraies voix de l'emploi, économie, emploi, sièges sociaux. Y a-t-il un destin en dehors de Paris et des grandes métropoles? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. On continue d'en débattre dans quelques minutes avec Jérôme Laverny, donc directeur du réseau national Mission Emploi, avec vous, Dominique Mondron, directeur général chez Fondation Partage et Vie. Guillaume Richard, vous restez également avec nous, président fondateur du groupe WeCare O2. Et puis, on accueillera dans quelques instants Marie au 0826 300 300 qui nous appelle de Paris, voilà, qui attend depuis quelques minutes. On arrive, Marie, soyez patiente, et vous aussi, on arrive dans quelques instants. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Deuxième partie, les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Nous sommes avec Dominique Mondron, directeur général chez Fondation Partage et Vie. Guillaume Richard, président fondateur du groupe WeCare O2. La question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Économie, emploi, sièges sociaux, y a-t-il un destin en dehors de Paris et des grandes métropoles? Tiens, on va poser tout de suite la question à Marie qui nous a rejoint au 0826 300 300. Marie qui habite Paris. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Bonsoir ma chère Marie. Bonsoir. Bienvenue à vous Marie. Alors dites-nous tout, vous habitez Paris? J'habite Paris et je crois qu'il y a un grand avenir pour délocaliser. Et effectivement, comment dire, je pense que le monsieur qui s'est délocalisé au Mans Guillaume Richard. n'aura pas beaucoup de mal longtemps à recruter, car je pense, pour avoir moi-même des enfants trentenaires, ils n'ont qu'un objectif, c'est vraiment de quitter la métropole, quoi. C'est pour se loger, pour vivre. Pour ces belles petites villes, donner un souffle, apporter de l'économie aussi locale, parce que en allant travailler, on apporte aussi de l'économie locale, mais je pense que c'est l'avenir de demain. Vos enfants, vos 3 enfants, ils sont où là en ce moment? Ils travaillent déjà? Si oui, ils travaillent à Paris? Alors, mon fils travaille à Paris, ma fille est partie à l'étranger. Elle habite dans une petite ville de 6000 habitants. D'accord. Elle veut plus. Et mon fils n'a qu'un désir. Oui, c'est de quitter Paris et la région parisienne. C'est très difficile de se loger, même si vous avez un salaire correct. Il gagne à peu près 4 000 € pour quelqu'un qui démarre dans la vie, c'est quand même pas mal. Mais malgré ça, c'est compliqué. Et franchement, je vois pas du tout l'intérêt d'aller travailler à la Défense quand vous êtes cadre et quand vous êtes dans une grande entreprise. Franchement, d'aller travailler dans une tour, non, c'est pas du tout attractif. Je pense que c'est pas du tout attractif. Et je pense que l'avenir est vraiment là. Et bravo à toutes ces multinationales qui font le pas. En quelque sorte. En tout cas, si votre fils veut s'installer au Mans, on le connectera avec Guillaume Richard qui est avec nous. Plus sérieusement, Jérôme Laverny, c'est le souhait. Alors, ce que vous dites, c'est le souhait depuis quelques mois de beaucoup de franciliens et de beaucoup d'habitants de grandes villes. Oui, tout à fait. Alors, Guillaume Richard ne s'est pas forcément délocalisé au Mans. Le siège était déjà au Mans et c'est délibérément qu'il est resté au Mans. J'ai une question pour Guillaume Richard. Il a évoqué des raisons... Au départ, on était à Lille. Oui, à Lille. Oui, bien sûr. Enfin, à Lille et à Paris, précédemment... on a eu le choix entre rester à Lille, déménager à Paris ou aller s'implanter au Mans. Tout à fait. S'implanter au Mans en 2005, et puis après en 2015, quand l'entreprise avait bien grandi, c'est à nouveau posé la question de est-ce qu'on peut garder notre siège social au Mans et est-ce qu'on va rester là-bas ou est-ce qu'on va développer notre siège social à Paris? Et c'est là où on a échangé beaucoup avec les collectivités, avec tous les représentants du territoire. Et puis, on a décidé de rester au Mans et de bâtir ce siège social juste à côté de la gare. Ça nous a pris quelques temps pour le trouver, après le temps de la construction. Mais aujourd'hui, on va rester au Mans et notre objectif, c'est de pouvoir faire
un leader mondial dans notre secteur, basé au Mans. Alors, moi j'ai une question précisément pour Guillaume et pour Monsieur Monneron, une deuxième. Guillaume Richard, est-ce que, bon, vous avez évoqué les raisons économiques, qui sont complètement fondées, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs, le logement, etc., etc. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même un arrière-fond de symbole aussi dans cette décision, indépendamment des raisons économiques qui sont incontournables pour une entreprise? Guillaume Richard. Non, je pense qu'avant tout, c'était aussi des questions de qualité de vie. Parce que ce que vous souhaitez aussi pour vos collaborateurs et pour vous-même, c'est avoir une bonne qualité de vie. Et la qualité de vie que l'on a au Mans, elle est supérieure à celle que l'on peut avoir à Paris. Quand vous rentrez chez vous, vous avez le bruit de la campagne, les odeurs de la campagne. Quand vous habitez à la campagne, et vous habitez à la campagne, 3 minutes de bureau. Moi, j'habitais à la campagne pendant des années, j'habite maintenant en centre-ville, mais même quand je suis en centre-ville, tout se fait à pied et c'est pas cher et c'est pratique. Et vous n'avez pas les aspects d'oppression un peu que vous pouvez ressentir parfois quand vous êtes à Paris avec le speed en permanence. Là, vous respirez. Et ça, c'est chouette aussi. Et donc, la qualité de vie est un des éléments fondamentaux, qui fait qu'on a choisi aussi de s'implanter au Mans et de rester au Mans, plutôt que de revenir habiter sur Paris ou de venir installer le groupe à Paris. Alors, j'ai une deuxième question pour vous deux. En fait, on a parlé de cette qualité de vie au travail dans de précédentes émissions par différentes voies. Jean-Laurent Casselli, mais on en a parlé avec le cabinet ACE dans le concept de reste à vivre. Et précisément, il est en train de se passer quelque chose d'un petit peu embêtant dans certaines zones urbaines. C'est-à-dire que là où de précédentes générations pouvaient accéder, si ce n'est à un confort, mais à un niveau de vie normal, décent, acceptable au gré de son travail, aujourd'hui, dans certaines grandes zones urbaines, c'est plus tout à fait possible. Et ça ne l'est plus pour des salaires confortables. Marie évoquait le salaire de 4 000 € de son fils. Mais ça l'est encore moins pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Or, nos politiques se sont opposés, on en a parlé dans les programmes électoraux, agitent le spectre de promesses d'augmentation de salaire. Mais comme s'ils décidaient cela depuis leur nuée, alors qu'il y a toute une question qui vient en complément, le logement, etc., etc. Donc, à l'un et à l'autre, parce que vous avez fait partie de ces métiers qui ont été présentés comme étant essentiels, dans cette espèce de concept de sens du travail. Oui, très bien. On voit aujourd'hui que beaucoup de gens qui se réorientent dans les reconversions choisissent bien davantage la crèmerie, fromagerie ou la pâtisserie que l'aide au domicile ou l'aide aux personnes. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que vous avez des marges de manœuvre pour augmenter les salaires au-delà des promesses faramineuses de nos hommes politiques? Alors, Dominique Monneron, et juste après on posera la question à Guillaume Richard. Oui, c'est évidemment quelque chose qui est très sous contrainte. C'est très sous contrainte parce que pour une raison simple, je vais la résumer d'un mot. Faire fonctionner un EHPAD pour un résident type, c'est 150 € par jour. Voilà. On dispose de 150 € par jour. Sur ces 150 € par jour, vous en aviez environ 55 qui sont payés par la collectivité, soit les départements, soit l'assurance maladie, et vous en avez, pardon, j'ai dit 150, c'était plutôt 120, excusez-moi, vous en avez 45 qui sont payés par l'assurance maladie et les départements, et vous en avez environ 70, 75 qui sont payés par les résidents. Voilà. En soi, déjà, quand vous multipliez ça par 30, ça fait 2100 € pour la charge du résident. Donc c'est déjà une charge qui est très élevée pour les Français. Quel est le lien avec les salaires? Le lien avec les salaires, c'est que, bien sûr qu'avec ça, nous sommes avec des collaborateurs qui, pour l'essentiel, sont au SMIC, ou approchant, en tout cas, de faibles rémunérations. Et évidemment, on ne souhaite qu'une chose, c'est de les augmenter. Voilà. Sauf qu'on a un modèle économique qui est aujourd'hui extrêmement contraint. Je pense que c'est vrai aussi pour le secteur de l'aide à domicile, que nous connaissons un peu. Et donc, il y a un vrai sujet sur le prix qui est prêt à payer à la société, pour des services dont on dit qu'ils sont indispensables, qu'on applaudit, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi en tirer la conséquence. C'est-à-dire, si les collectivités acceptent, par exemple, de mettre un petit peu plus d'argent, vous pourriez envisager d'augmenter un petit peu les salaires, par exemple. Ça peut être les collectivités, ça peut être l'assurance maladie, comme l'a fait le gouvernement avec des augmentations récentes. Mais ça concerne aussi l'ensemble des agents économiques pour trouver des solutions. Et donc, on a un vrai enjeu qui est d'augmenter les ressources disponibles pour ce type de métier. Guillaume Richard, vous avez le même souci, la même problématique que Dominique Monneron?
j'ai des difficultés qui sont un peu différentes. J'ai 2 types de métiers. J'ai un métier qui est l'accompagnement de la personne âgée. Et sur ce métier-là, nos tarifs sont encadrés par l'État. Et donc, nos évolutions de tarifs, elles sont contraintes. Et cette année, c'est un peu plus de 3%, alors que les augmentations diverses et variées du SMIC sont un peu plus de 4%. Donc, en fait, c'est un peu compliqué sur la partie maintien domicile de la personne âgée. Par contre, sur nos autres métiers, comme on a été capable comme on est capable de démontrer la qualité de nos prestations, et comme les Français sont de plus en plus sensibilisés et sensibles à la rémunération et aux conditions de travail des personnes qui interviennent chez eux, nous avons été capables d'augmenter de façon assez significative, c'est-à-dire qu'on parle de 13% d'augmentation de rémunération pour nos intervenants, ce qui est quand même beaucoup. Oui. Donc on a été capable d'augmenter ça parce qu'on a été capable d'augmenter nos tarifs. Je rappelle que quand on augmente, tous ceux qui nous écoutent, en général, c'est 5, 6, 7, 8%, c'est déjà beaucoup, donc 13%, énorme, vous avez raison de le souligner. Oui, non mais, c'est énorme, 13%. Ouais, plutôt 3%. On a fait des efforts absolument considérables en mettant en place aussi des tickets resto, des choses des avantages sociaux complémentaires. Mais on a été capable de le faire pour 2 raisons. C'est parce qu'on avait, la qualité des prestations qui nous permettait, parce que nous, nos coûts, c'est plus de 85% de la rémunération, entre le coût des intervenants et le coût des encadrants. Et donc, bien évidemment, dès que on augmente les salaires, il faut qu'on augmente nos tarifs, sinon on ne peut pas vivre. Et que notre concurrent numéro 1, c'est le travail au noir. Il ne faut pas l'oublier, dans notre secteur, le concurrent numéro 1, c'est le travail au noir. Et donc, il fallait vraiment qu'on soit capable de démontrer et que nos clients soient persuadés de la qualité de nos prestations pour qu'on soit capable d'augmenter suffisamment nos tarifs pour augmenter nos salariés. Et c'est le cas aujourd'hui. On a à la fois été capable de prouver ça à l'ensemble de nos clients, et puis aujourd'hui, nos clients et les Français de façon générale et nos prospects de la même façon sont de plus en plus sensibles aux conditions d'emploi. Et donc quand on leur dit, voilà, vous allez payer un peu plus cher, mais ce un peu plus cher, ça permet de rémunérer un peu mieux nos intervenants, et bien ils disent OK. Ils disent oui. Ouais. Et donc ça, c'est un des effets bénéfiques aussi de la crise Covid, c'est que effectivement aujourd'hui ils sont beaucoup plus sensibles et ils sont prêts à payer un peu plus pour que les intervenants soient mieux payés. Alors, il nous reste 20 secondes, 30 secondes. Les 2 réponses disent le manque de stratégie des politiques qui se dressent, en tout cas des programmes qui se dressent, parce qu'on a des prix encadrés, des contraintes. Les contrats ne sont pas les mêmes entre les 2 structures, entre une association et une entreprise privée qui ne peut pas accéder au contrat aidé. C'est une aberration totale. Et évidemment, lorsque nos politiques promettent des augmentations de travail, ils ne prennent pas en considération ces contraintes-là. Il y a des enjeux majeurs parce que tout d'un coup, plutôt qu'un RSA, on pourrait augmenter des salaires et là, par vase communicant, obtenir des choses bien plus intéressantes. Merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci à vous, Guillaume Richard, président fondateur du groupe WeCare O2. Et puis merci à Dominique Modron, directeur général chez Fondation et Partage. Restez avec nous dans un instant, c'est le Loft Music.